Le dernier danseur des vallées arriva quand tous avaient déjà renoncé. Un homme au passé mystérieux, aux yeux qui portaient des histoires de douleur et de rédemption. Quand la sécheresse menaça de détruire la petite ville, il trouva, dans les anciens tunnels souterrains, le salut auquel personne ne s'attendait. Entre promesses brisées et nouveaux départs, une histoire de courage et d'espoir fleurit dans le désert. Préparez-vous pour un voyage qui touchera votre âme. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez. À l'aube, lorsque le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes de sable rouge, Village Sec s'éveillait sous le regard impitoyable du soleil. Les maisons d'adobe et de bois craquaient, et la poussière fine recouvrait tout comme un suaire constant. C'était un endroit forgé dans la résilience, où la vie s'accrochait à la terre avec l'entêtement d'un cactus. Arnaud, avec ses 40, embarqué plus par les expériences que par le temps, arriva sans faire de bruit. Son cheval, aussi poussiéreux que lui, ressemblait plus à une extension du paysage qu'à un être vivant. Les yeux d'Arnaud, d'un bleu-gris profond, balayaient l'horizon comme ceux d'un faucon à la recherche de proie, mais ce qu'il cherchait était un fragment de passé qui s'entêtait à le hanter. La culpabilité, une bête silencieuse, lui rongeait les entrailles depuis le départ prématuré de son frère, Richard, des années auparavant. Richard parlait de secrets cachés sous la terre, d'une promesse d'abondance qu'Arnaud, dans sa jeunesse sceptique et militaire, avait ignorée. Maintenant, cet héritage de mots voilés était tout ce qui lui restait. Un faible phare dans l'obscurité de sa solitude. Ce léger boitillement, vestige d'un conflit passé, était un rappel physique que la vie demandait toujours son prix, et il sentait que le prix de sa propre vie était intrinsèquement lié à la dette qu'il avait envers la mémoire de son frère. Il descendit de cheval devant la seule épicerie de la rue principale, l'odeur de vieux cuir, de grains secs et d'une espérance fanée planant dans l'air chaud. C'était là qu'arrivèrent les marchandises, que les nouvelles se propageaient, et où peut-être il trouverait le premier fil de la pelote qui l'avait amené ici. Claire, avec ses 30 et quelques années, et la vivacité contenue de celle qui a appris à se suffire, observait le nouveau venu depuis la porte de l'épicerie. Ses cheveux châtains étaient fermement attachés en chignon, pratique pour le quotidien sous le soleil. Ses mains, bien que calleuses par le travail, bougeaient avec une efficacité élégante en ajustant des sacs de farine. 2 ans s'étaient écoulés depuis que l'hiver avait emporté son mari, Pierre, la laissant seule avec l'affaire et la tâche de maintenir la flamme de l'espoir allumée à Village Sec. Sa détermination n'était pas l'ambition, mais la nécessité viscérale de protéger son espace, son indépendance, dans un monde où être femme et seule signifiait être une cible. Elle vit la prudence dans les mouvements d'Arnaud, la façon dont ses yeux parcouraient le village, et reconnut la solitude en lui, une solitude différente de la sienne, plus ancienne, plus enracinée. Joachim, le vieux forgeron, avec ses 70 ans et le dos courbé sur l'enclume, observait la même scène depuis son atelier enfumé. Le tintement du métal contre métal était la bande sonore de sa vie, une vie dédiée à façonner le fer et à forger la sagesse. Il désirait seulement la paix de voir ses dernières années s'écouler en tranquillité, peut-être en transmettant un peu de ce qu'il savait avant que la poussière ne l'emporte pour toujours. Arnaud sentit son regard, direct, sans vaine curiosité, juste une observation attentive. Il s'approcha de l'épicerie, le grincement des planches sous ses pieds, brisant le silence oppressant de midi. Claire le reçut avec une formalité polie, ses yeux perspicaces l'évaluant. « Je peux vous aider en quelque chose, étranger ?» Sa voix était ferme, comme le fil d'un couteau bien aiguisé. « Je cherche des informations, » répondit Arnaud, sa voix grave et basse. « Des informations sur quoi ? » « Sur un homme, Richard. Il est passé par ici il y a quelques années. Il parlait d'eau. » Claire fronça les sourcils. Le nom de Richard ne lui était pas familier, mais eau, dans cette terre qui se flétrissait sous la sécheresse implacable, la recherche d'eau était la recherche de vie. Elle acquiesça, lentement. « Richard, je ne me souviens pas, mais l'eau est ce que tout le monde cherche. Bienvenue à Village Sec. Bien que le nom en dise long, nous espérons que vous trouverez ce dont vous avez besoin. » Sa formalité était un bouclier, il le perçut, et il respecta.
Il acheta quelques provisions de base, haricots, farine, café, pailla avec des pièces propres et honnêtes, et elle lui remit la marchandise avec un léger hochement de tête. Tandis qu'Arnaud chargeait les sacs sur le cheval, il sentit la rugosité de la terre sous ses bottes, la même terre qui, selon Richard, gardait un secret. La sécheresse arriva avec la fureur d'un prédateur invisible. La rivière, autrefois source de vie et de loisirs, diminua jusqu'à devenir un lamento de galets exposés sous le soleil inclément. Le bétail dépérissait, la terre se fissurait en plaies ouvertes, et la poussière, autrefois une gêne, devint un ennemi, étouffant l'air et recouvrant tout. Les tensions explosèrent lorsque des fermiers des plateaux, désespérés, commencèrent à endiguer et à dévier le filet d'eau qui coulait encore en amont. Village Sec, en contrebas, ressentit le coup le plus fort. Les conversations dans les rares établissements encore ouverts devinrent acerbes, pleines de plaintes et d'accusations. Arnaud, qui avait décidé de rester au village, suivant les quelques pistes qu'il avait trouvées aux alentours, se retrouva au milieu d'une dispute qui n'était pas la sienne, mais qui résonnait avec l'injustice qu'il connaissait. « L'eau est comme le sang dans cette terre », expliqua Joachim, le forgeron, tandis que la vapeur montait du bac de trempe. Arnaud l'observait travailler, le métal incandescent se pliant sous les coups précis du marteau. Quand elle commence à sécher, les hommes montrent leur vraie nature. Certains se battent, d'autres volent, et beaucoup se flétrissent simplement comme la végétation. Arnaud acquiesça, pensant à la manière dont les circonstances extrêmes façonnaient aussi les gens, révélant le cœur de leur force ou de leur faiblesse, de la même façon que le feu et le marteau révélaient l'âme du fer. Le rapprochement avec Claire commença de manière inattendue. Arnaud aidait une famille nouvellement arrivée à décharger une lourde charrette sous le soleil ardent, quand elle apparut avec une cruche d'eau fraîche et 2 verres. « Pour les mains qui aident », dit-elle, lui tendant un des verres. Un demi-sourire éclaira seulement un côté de son visage, un éclat de lumière dans son expression généralement sérieuse, comme la lune dans son premier quartier, promettant une luminosité plus grande. Arnaud accepta, sentant la fraîcheur de l'eau descendre dans sa gorge sèche. « Merci, mademoiselle. Claire, et le vôtre ?» Arnaud. Ce fut un moment simple, un geste de gentillesse au milieu de l'âpreté. Mais ce fut la première goutte d'eau pure sur un sol desséché, plantant une graine de connexion. Le deuxième événement important vint sous la forme d'un nuage de poussière à l'horizon, annonçant l'arrivée de cavaliers en costume et bien habillés, détonnant avec la rusticité du village. C'étaient des représentants de la compagnie ferroviaire de l'Est, menée par un homme appelé Monsieur Élie Dubois. Avec un sourire onctueux et des manières polies, il réunit les habitants au saloon pour présenter sa proposition. Acheter des terres pour étendre la ligne de chemin de fer, apportant progrès et prospérité à Village Sec. Ces mots étaient doux comme le miel, mais ses yeux, Arnaud le perçut, brillaient de la même convoitise froide qu'il avait appris à identifier chez les généraux et les marchands de guerre. Ils ne se souciaient pas de la terre elle-même, mais de ce qu'elle cachait. Ils ne sont pas venus pour la terre, commenta Arnaud à Joachim, qui observait la scène avec méfiance. Ils sont venus pour ce qui est sous elle. Intuition d'Arnaud, aiguisée par des années de prudence, déclencha une alarme interne. Ce fut la première péripétie moyenne. Le village était assis non seulement sur une terre aride, mais sur quelque chose de précieux pour le chemin de fer. Une source souterraine capable d'alimenter les locomotives assoiffées pendant des décennies. La sécheresse qui les frappait était, ironiquement, la clé de l'intérêt des étrangers. Quand Arnaud partagea ses soupçons avec Claire, elle l'écouta avec attention, ses yeux astucieux ne perdant pas un mot. « Mon beau-père, le père de Pierre, était un homme qui aimait tout noter, dit-elle. Il parlait d'une source sacrée dans ces vallées, une légende que les anciens habitants racontaient. Elle l'invita à l'épicerie après la fermeture. Et dans la cave humide et fraîche, elle sortit d'un coffre un vieux livre de contes, relié en cuir usé. Les pages jaunies étaient remplies d'annotations en écriture soignée, mélangeant contes de marchandises avec observations sur le climat, la terre et les légendes locales. Pendant qu'ils cherchaient, leurs doigts se touchèrent brièvement sur le papier, un courant invisible d'électricité parcourant entre eux.
Tous deux se retirèrent, surpris par l'intensité inattendue de ce contact accidentel. C'était le deuxième moment de rapprochement. Subtil, électrique, la confiance mutuelle commençant à se solidifier dans le partage d'un secret. À mesure que les jours passaient, Arnaud et Claire créèrent un rituel informel. Au crépuscule, lorsque le soleil peignait le ciel de tons d'orange et de violet, ils se rencontraient sur la véranda arrière de l'épicerie, protégés par les longues ombres qui créaient une illusion d'intimité. Ils lui racontaient des histoires de terres lointaines, de montagnes imposantes et de rivières impétueuses, évitant toujours les détails sombres de son passé militaire. Elle parlait des saisons qu'elle avait affrontées seule, de la difficulté de maintenir l'affaire dans un endroit qui semblait oublié, de la nostalgie silencieuse de Pierre, sans mentionner la solitude profonde qui l'accompagnait. Ces conversations, simples et révélatrices, furent le troisième moment crucial de leur rapprochement, construisant des ponts sur les eaux turbulentes de leur passé. Un troisième événement crucial survint lorsque M. Élie Dubois, voyant que la majorité des habitants hésitaient encore à vendre leurs terres, concentra sa pression sur Claire. Son épicerie, stratégiquement située au centre du village, était vitale pour son plan. Il lui rendit visite, offrant une somme exorbitante, bien au-dessus de la valeur réelle de l'établissement. « Votre épicerie serait parfaite pour notre bureau local, mademoiselle Claire, » dit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Avec le chemin de fer ici, ce village fleurira. Vous pouvez garantir votre avenir maintenant. » Claire, sentant le poids du regard d'Arnaud qui l'observait de loin, sentit une force qu'elle ne savait pas posséder. Son indépendance était son bien le plus précieux. « Ma famille a construit cet endroit, monsieur Dubois, » répondit-elle avec fermeté. « Il n'est pas à vendre, ni maintenant ni jamais. » Son refus fut la deuxième péripétie moyenne. Le lendemain matin, les livraisons de marchandises destinées à l'épicerie de Claire commencèrent mystérieusement à disparaître ou à arriver endommagées. Sabotage. La guerre pour l'eau et la terre avait escaladé. L'été atteignit son apogée implacable. Le puits central de Village Sec, qui autrefois fournissait de l'eau à tous, n'était plus qu'un trou sec, ses parois fissurées faisant écho au désespoir des habitants. L'air était épais de poussière et de chaleur, et l'odeur de terre sèche et de sueur imprégnait tout. Les étrangers profitèrent de la situation pour resserrer l'étau. Seule la compagnie ferroviaire avait les ressources, la technologie pour forer jusqu'aux eaux profondes. Le prix, la soumission totale du village, la vente de toutes les terres, le départ de ceux qui ne serviraient pas leur dessein. Ce fut à ce moment critique qu'Arnaud décida qu'il ne pouvait plus attendre. La culpabilité qu'il portait pour son frère, la nécessité de tenir sa dernière promesse et la connexion croissante avec Claire et les habitants de ce village le poussèrent à agir. Il montra à Claire la carte défraîchie qu'il avait trouvée avec le cheval sans cavalier le jour où il était arrivé. Un objet simple en cuir usé, mais qui pour lui était l'écho lointain de la voix de Richard. Cette carte était avec « mon frère », expliqua Arnaud. Il l'a dessinée d'après les légendes qu'il a entendues. Elle dit qu'il y a un endroit à l'ouest, un canyon étroit, où l'eau coule sous la terre. Il appelait ça « le cœur mouillé du désert ». L'échange de cet objet significatif fut le quatrième moment crucial de leur rapprochement. Un symbole de confiance mutuelle et du partage d'un secret profond et dangereux. Pendant une nuit sans lune, sous un ciel parsemé d'étoiles indifférentes, à la misère sur la terre, Arnaud et Claire suivirent les marques de la carte. L'air était lourd, l'odeur de poussière mélangée à l'arôme faible d'une herbe sauvage qui résistait à la sécheresse. Ils arrivèrent au canyon, une fissure sombre dans le paysage rocheux. L'entrée était étroite, difficile à traverser. « Mon frère disait que l'entrée est gardée », murmura Arnaud, aidant Claire à descendre par un passage rocheux escarpé. « Gardée par quoi ?» demanda-t-elle, la voix basse et tendue. « Par la difficulté de la trouver, peut-être, ou par les dangers qu'elle cache. » Pendant qu'ils descendaient, un petit éboulement de pierre bloqua momentanément le chemin derrière. Eux, ce n'était pas grave, mais cela les laissa coincés dans un espace étroit et sombre. La lumière faible de la lanterne improvisée d'Arnaud tremblotait, projetant des ombres dansantes sur les parois de pierre. L'odeur de terre mouillée et de pierre froide remplit l'air.
un contraste bienvenu avec la chaleur étouffante de l'extérieur. Là, acculés dans le ventre de la terre, ils sentirent la respiration l'un de l'autre, entendirent le battement accéléré de leur cœur résonner dans le silence. Ce fut un moment de vulnérabilité partagée. Je n'aurais jamais cru trouver du réconfort dans l'obscurité, confessa Claire, se permettant de s'appuyer sur l'épaule d'Arnaud pendant qu'ils attendaient que le chemin soit dégagé. Il sentit la fragilité contenue en elle, la force qu'elle démontrait au quotidien cédant un instant. « L'obscurité peut être un refuge parfois, » répondit Arnaud, sa voix douce, « quand dehors le soleil brûle et les gens trahissent. » Ce fut le 5e moment crucial de leur rapprochement, la démonstration mutuelle de vulnérabilité, révélant les cicatrices invisibles qu'ils portaient. Ce qu'ils trouvèrent au-delà du passage n'était pas seulement une source, mais quelque chose qui dépassait toute attente. La première grande péripétie de l'histoire, un vaste système de tunnels anciens, excavé il y a des siècles par une civilisation oubliée qui maîtrisait l'art de trouver et de conduire l'eau souterraine. Parois lisses, canaux soigneusement sculptés dans la roche, réservoirs naturels. Il y avait de l'eau là, de l'eau cristalline et abondante, suffisante pour villages secs, pour le bétail, et même pour transformer le désert en jardin. Comme Richard l'avait promis. L'odeur d'humidité, de terre fraîche et de vie latente était enivrante. Arnaud sentit un frisson dans le dos. Richard avait raison. Sa dette envers son frère prit un nouveau sens. En retournant au village avec la nouvelle, ils confrontèrent la 3e péripétie moyenne. Les étrangers avaient utilisé la sécheresse et la peur pour convaincre la moitié des habitants de signer des contrats de vente de leurs terres. Le village était divisé, familles et voisins de côtés opposés. Certains voyaient l'offre du chemin de fer comme la seule issue à la misère, d'autres comme une trahison de la terre et de la communauté. Lors d'une réunion tendue au saloon, l'air dense de méfiance et l'odeur d'alcool et de tabac, Arnaud déroula la vieille carte sur la table de bois usée. « Nous avons trouvé de l'eau, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle. « Pas un puits, mais un vaste système souterrain, construit il y a longtemps. Mon frère a trouvé ça. Il y a assez d'eau pour tous. Cette terre a toujours eu de la vie. Sous la surface. » Il expliqua ce qu'ils avaient vu dans les tunnels. La promesse de salut. Ces mots allumèrent l'espoir dans les yeux de certains. Mais la méfiance et la peur étaient des sentiments puissants. Monsieur Élie Dubois, assis à l'écart, observait la scène avec un sourire fin. « Histoire de fantômes et légendes anciennes », ironisa-t-il. « Pendant ce temps, le puits est sec et la soif presse. Le chemin de fer apporte la réalité, l'argent, l'avenir. Pas des promesses vides et des cartes de contes de fées. » Voyant son plan menacé par la découverte, Monsieur Élie Dubois lança sa carte finale. Il s'approcha d'Arnaud après la réunion. « Un homme avec votre passé devrait reconnaître une opportunité de recommencer, » insinua-t-il avec un sourire malicieux. « Je sais qui vous êtes, Arnaud. Je sais ce que vous avez fait. Une somme généreuse et un passage sûr loin d'ici. Laissez. Le village avec ses légendes et le chemin de fer avec ses affaires. C'est le mieux pour vous. » C'était une menace voilée, un rappel que ses secrets n'étaient pas en sécurité. Ce fut la première haute tension. Arnaud sentit la bête intérieure, de la rage s'agiter mais il la contrôla. Sa loyauté, autrefois tournée vers les obligations militaires, se fixait désormais sur cette terre desséchée et sur la femme qui y plaçait sa foi. La tentative de subornation et de menace échoua, et la réponse de Monsieur Élie Dubois fut rapide et brutale. La 4e péripétie moyenne, ces hommes de main menés par Jean le Grand, une brute sans scrupules, et le manchot, connu pour sa cruauté froide, commencèrent à terroriser les habitants qui refusaient de vendre. Des maisons furent taguées, des clôtures abattues, du bétail volé. La peur se répandit comme le feu dans l'herbe sèche. Le village devint une poudrière, attendant une étincelle. Claire, malgré la peur, garda l'épicerie ouverte. Un phare de résistance. Son courage en inspira quelques-uns, mais la rendit aussi une cible principale. Arnaud commença à surveiller l'épicerie, sa présence silencieuse un bouclier invisible. Une nuit, lorsque le manchot tenta d'incendier le magasin, Arnaud intervint. Il n'y eut pas de mots,
juste la danse rapide et brutale des corps dans l'obscurité. Arnaud, avec son habileté militaire et sa fureur contenue, défie le manchot, mais non sans subir des coupures et des contusions. L'odeur de fumée, de sueur et de sang planait dans l'air froid de la nuit. La petite victoire eut un coup. La certitude que M. Élie Dubois ne s'arrêterait devant rien. Joachim, le forgeron, apporta la 5e péripétie moyenne. Voyant la situation se détériorer, il chercha Arnaud et Claire. « Il y a plus sur la carte que vous n'avez vu », dit le vieil homme, ses yeux fatigués, mais pleins de détermination. Les anciens n'ont pas seulement trouvé l'eau, ils la vénéraient. Il y avait des rituels, un lieu sacré. Mon beau-père, qui connaissait les légendes, parlait d'un symbole gravé dans la pierre qui indiquait la pierre angulaire du système, le point où l'eau était la plus pure et la pression contrôlée. Il croyait que ce point était la clé de tout. Cette information ajouta une couche de mystère et d'urgence à la recherche dans les tunnels. Pendant qu'Arnaud se remettait de ses blessures dans l'arrière-boutique de l'épicerie de Claire, l'intimité forcée par la situation approfondit la connexion entre eux. Claire soignait ses blessures avec une tendresse qui les surprit tous deux. Lui, pour la première fois depuis longtemps, se permit d'être soigné, la garde qu'il maintenait constamment, se relâchant un peu. « Pourquoi êtes-vous resté ?» demanda-t-elle une nuit, la voix basse. Arnaud regarda le plafond de bois sombre. « Mon frère, il croyait en cet endroit, en cette eau. Je l'ai déçu une fois, je ne peux pas le faire de nouveau. » Il ne mentionna pas le fardeau de la culpabilité, mais l'émotion dans sa voix révéla la profondeur de sa douleur. Ce fut un autre moment de vulnérabilité, la peur et la culpabilité qui le hantaient exposé, même indirectement. La 6e péripétie. Moyenne 20, lorsque M. Élie Dubois, percevant que la force brute ne suffisait pas à briser la résistance de certains, utilisa la sécheresse comme arme. Il acheta toutes les charrettes d'eau qui arrivaient de l'extérieur du village, créant un monopole cruel. De l'eau pour « qui vend la terre » était le message, clair et brutal. Le désespoir augmenta. Des familles qui avaient résisté commencèrent à céder, voyant leurs enfants et animaux souffrir. La foi de beaucoup vacillait sous le poids de la soif. Arnaud et Claire savaient que le temps s'écoulait. Ils devaient non seulement trouver la pierre angulaire mentionnée par Joachim, mais aussi convaincre les habitants divisés de se battre ensemble et de réactiver le système souterrain. La tâche semblait impossible. La méfiance était un poison subtil, plus dangereux que n'importe quelle arme. La 7e péripétie moyenne. Joachim, se rappelant plus de détails des histoires de son beau-père, réalisa que la pierre angulaire n'était pas dans les tunnels principaux, mais dans un embranchement secondaire, connu seulement des plus anciens et caché sous un ancien cimetière indigène, considéré sol sacré. Pour y arriver, ils auraient besoin de la permission des rares descendants autochtones qui vivaient encore isolés dans les montagnes proches. Arnaud, accompagné de Claire et Joachim, fit le difficile voyage jusqu'au campement indigène. Ils offrirent des présents, tabac, outils polis par Joachim, graines rares que Claire gardait. Le chef, un homme taciturne appelé Thomas, les écouta calmement. Il connaissait les légendes de l'eau et des tunnels, et savait la cupidité des « hommes blancs ». Sa décision fut la 8e péripétie moyenne. Il accepta de leur montrer le passage secret vers l'embranchement secondaire, mais à une condition, que l'eau soit respectée, jamais exploitée pour le profit, mais partagée avec tous, ceux qui en avaient besoin, humains ou animaux. C'était un code d'honneur ancien, un reflet de la profonde connexion des peuples autochtones avec la terre. Arnaud, qui cherchait la rédemption pour la promesse brisée de Richard, sentit la gravité du serment. Avec l'aide de Thomas, ils trouvèrent l'entrée de l'embranchement secondaire des tunnels. Elle était plus étroite et dangereuse, exigeant une nouvelle démonstration de confiance et de travail d'équipe entre Arnaud et Claire. Ils naviguèrent par des passages sombres, écoutant le goutte-à-goutte lointain de l'eau. L'air devint plus frais, l'odeur de mousse et de terre humide de plus en plus forte. La 9e péripétie moyenne survint lorsqu'ils trouvèrent la pierre angulaire. Ce n'était pas une pierre, mais une structure complexe de roches et de canaux sculptés, un point de contrôle pour le flux d'eau, scellé depuis des siècles.
La rouvrir exigerait non seulement de la force, mais aussi la connaissance du fonctionnement du système. Pendant qu'ils travaillaient à désobstruer le passage, ils entendirent des bruits de pioches et des voix lointaines. La deuxième haute tension. Les hommes de main de M. Élie Dubois avaient découvert l'entrée principale des tunnels et essayaient d'entrer, peut-être pour détruire le système ou en prendre le contrôle. Le temps était écoulé. Le moment de plus grand danger approchait rapidement. Arnaud et Claire, avec l'aide de Joachim et Thomas, coururent vers l'entrée principale des tunnels. Dehors, le soleil brûlant frappait la terre, mais à l'intérieur des tunnels, l'odeur de terre mouillée et d'air frais était un rappel de ce qui était en jeu. Monsieur Élie Dubois et ses hommes étaient à l'entrée, essayant de forcer la lourde porte de pierre qui scellait le passage principal. La porte scellée par les anciens était robuste, mais ne résisterait pas éternellement. La bataille finale était sur le point de commencer, non seulement pour l'eau, mais pour l'âme de Village Sec. La 10e péripétie moyenne, Monsieur Élie Dubois, frustré par la résistance et la découverte des tunnels, ordonna à ses hommes de placer de la dynamite à l'entrée. Il ne voulait pas l'eau pour le village. Il voulait s'assurer que personne d'autre ne l'aurait s'il ne pouvait pas la contrôler. La menace de destruction totale planait dans l'air. Arnaud, sentant l'urgence dans la vibration des parois de pierre, savait que la défense de l'entrée des tunnels était cruciale. Il avait besoin d'aide, mais de nombreux habitants étaient encore paralysés par la peur ou divisés par la cupidité. Ce fut alors que Claire fit un pas en avant. « J'y vais », dit-elle, sa voix ferme. « C'est ma terre, ma maison. Je ne fuirai pas. » Joachim, malgré son âge, se positionna aussi à leur côté, tenant une vieille fusil. Quelques habitants qui avaient résisté à la vente, inspirés par le courage de Claire et Arnaud, commencèrent à les rejoindre à l'entrée des tunnels. Thomas et ses hommes se déplacèrent comme des ombres vers des positions stratégiques, prêts à se battre pour leur terre sacrée. La 3e haute tension, la mèche de la dynamite fut allumée. Un filet de fumée grise montait dans l'air chaud. Le temps pressait, et le son des pioches sur la porte de pierre et l'odeur de soufre et de terre se mélangeaient à la tension croissante. La bataille était inévitable, et le résultat incertain. Le sunset des combats éclata. Les hommes de main de Dubois attaquèrent l'entrée des tunnels, mais furent accueillis par la résistance féroce d'Arnaud, Joachim, Claire, Thomas et des quelques habitants qui s'étaient joints à eux. Arnaud se déplaça avec l'efficacité brutale de ses jours de soldat, protégeant l'entrée, ses yeux fixés sur la mèche qui brûlait. Claire, surprenant tout le monde, maniait une fusil avec une dextérité inattendue, protégeant son flanc. Joachim utilisa sa connaissance du terrain pour dévier quelques attaquants. Thomas et ses guerriers, avec leurs arcs et flèches, montrèrent la létalité silencieuse de ceux qui connaissaient la terre. La 11e péripétie moyenne. Au milieu de l'affrontement, un jeune habitant qui avait vendu sa terre à Dubois, voyant le courage d'Arnaud et Claire et le mépris de M. Élie Dubois pour la vie et la terre, eut un moment de repentir. Il se retourna contre les hommes de main de Dubois, créant une distraction cruciale. Arnaud vit la mèche brûler dangereusement près de la dynamite. Il n'y avait pas le temps de la désactiver. La seule chance était de faire exploser la charge, dans un endroit sûr, loin de l'entrée principale, peut-être dans un tunnel secondaire qui n'affecterait pas le flux principal d'eau. C'était une course contre la montre et contre la mort elle-même. Il cria aux autres de s'éloigner, attrapa la dynamite et courut vers un tunnel latéral, l'obscurité l'engloutissant. Claire cria son nom, la peur la paralysant un instant. Thomas la retint. Il sait ce qu'il fait. Il danse avec le danger comme le vent danse avec le sable. Arnaud courait dans les passages sombres, le son de ses pas résonnant, l'odeur de poudre de plus en plus forte. Il trouva un embranchement, latéral, désolé et instable. Ce serait l'endroit. Il déposa la dynamite et courut en arrière, le cœur battant fort dans sa poitrine. La terre trembla avec une explosion assourdissante. Un bruit sec suivi d'un roulement de pierres et de poussière. L'odeur de soufre emplit l'air. La 12e, péripétie drastique. L'explosion fit s'effondrer l'embranchement latéral, mais l'entrée principale des tunnels resta intacte. Arnaud sortit en boitant de la poussière, couvert de poussière, mais vivant.
L'acte de sacrifice, le 5e moment crucial, avait solidifié le lien entre lui et Claire, entre lui et Village Sec. Il avait tout risqué pour eux. Monsieur, Élie Dubois, voyant son plan de destruction frustré et ses hommes vaincus, tenta de fuir, mais fut intercepté par Arnaud et les habitants restants. Sa politesse se désintégra, révélant l'homme cruel et lâche en dessous. Il fut livré aux autorités lointaines, sa compagnie ferroviaire exposée pour ses tactiques brutales. La menace écartée, le travail de restauration des tunnels commença. Arnaud, avec la connaissance de la carte de Richard et les légendes racontées par Joachim et Thomas, mena les efforts. Claire organisa les provisions et la main-d'œuvre des habitants qui décidèrent de rester et de se battre pour l'avenir. L'odeur de terre humide et le son de l'eau qui goûtait et coulait par les anciens canaux remplacèrent la poussière et le silence de la sécheresse. Le village, autrefois divisé, trouva un but commun dans la tâche de ramener l'eau. L'espoir, une fleur délicate dans le désert, commença à éclore. La 13e péripétie drastique, en restaurant le système, ils découvrirent que la pierre angulaire ne contrôlait pas seulement le flux, mais révélait aussi la véritable étendue de la source. Elle était encore plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Une source d'eau qui pourrait soutenir non seulement Village Sec, mais toute la région. Le rêve de Richard n'était pas seulement une légende, c'était une réalité vaste et généreuse. 6 mois passèrent. La sécheresse céda finalement la place aux premières pluies, et la terre desséchée but l'eau avec soif. Mais le vrai salut vint d'en bas, des tunnels restaurés. Les canaux souterrains, nettoyés et désobstrués, recommencèrent à irriguer les terres, transformant le désert en une vallée verdoyante. L'odeur de terre mouillée et de végétation qui bourgeonnait remplaça l'odeur de poussière. La 14e tournant. Village Sec, maintenant un village avec un avenir prometteur, attira de nouveaux habitants et le commerce prospéra. L'eau apporta la vie, et la vie apporta l'espoir. Arnaud trouva la paix qu'il cherchait tant. La culpabilité pour Richard diminua, remplacée par la fierté d'avoir accompli la promesse de son frère, d'avoir donné vie à son héritage. Il trouva un foyer dans cet endroit inattendu, et un futur aux côtés de Claire. L'amour entre eux grandit, fort et résilient comme les racines d'un arbre du désert, nourri par la confiance, le respect mutuel et le courage qu'ils partagèrent. Ils construisirent une vie ensemble, non plus définie par leur passé, mais par l'avenir qu'ils construisaient côte à côte. Joachim continua de forger son fer, mais maintenant avec une joie renouvelée, enseignant son métier aux jeunes du village. Thomas et son peuple gardèrent les tunnels, assurant que l'eau soit toujours partagée avec justice et respect. Maintenant vivante la mémoire des anciens. Village Sec, qui un jour sembla condamné à se flétrir, fleurit. La foi en la terre, la foi en la communauté et la foi en l'avenir apportèrent la lumière là où il n'y avait autrefois qu'ombre et poussière. L'espoir, alimenté par l'eau et l'union, dansait dans les vallées comme la brise douce en fin de journée. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?